Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal sur TV Fil 78. Aujourd'hui, 16 avril 2015, dans l'actualité yvelinoise, des subventions en nette diminution pour les associations de Saint-Cyr-l'École. Et c'est l'Amicale laïque qui s'inquiète. Après avoir perturbé le conseil municipal fin mars, une nouvelle mobilisation a eu lieu hier soir. 4e édition des rencontres de l'autonomie à Saint-Quentin en Yvelines, des ateliers qui viennent de se tenir aujourd'hui. Et puis 63 ans, dont 50 de carrière. Reza Degati, photographe d'origine iranienne, est l'invité d'une soirée exceptionnelle à l'UGC de Montigny-le-Bretonneux vendredi. Un rendez-vous à l'initiative de l'Union régionale photographique du sud-ouest de l'Île-de-France. Son président nous en dira plus en plateau tout à l'heure. De faits divers pour débuter cette édition à plaisir. Tout d'abord, hier soir, des voitures de police de la BAC ont reçu des jets de pierre dans le quartier du Valibou. Une trentaine de personnes en est à l'origine. 4 jeunes de 18 à 19 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Et puis, à Trappes, un peu plus tôt dans la journée de mercredi, des coups de feu ont été entendus au square Albert Camus. Un suspect a été interpellé après avoir pris la fuite. L'arme n'a pas été retrouvée sur lui, mais à terre, des cartouches de 12 mm. À Saint-Cyr-l'École, les adhérents de l'Amicale laïque et du CAO se sont une nouvelle fois mobilisés. Ces deux associations voient pour l'année à venir leur subvention de la part de la mairie en nette diminution. Ces dernières parlent de fermeture, de quoi inquiéter leurs quelques 3000 adhérents. Un sujet de Mélanie Poquet et d'Élodie Moine. Elle tente une dernière fois de se faire entendre. En février, deux associations saint-cyriennes, l'Amicale laïque et le club athlétique Omnisport, apprenaient que leur subvention municipale serait réduite. L'argument avancé par la municipalité, par la majorité municipale, consiste à dire que, en fait, ils sont obligés de faire un certain nombre d'économies, beaucoup d'économies, du fait, en réalité, de la politique gouvernementale. C'est comme ça que c'est présenté, en ce sens que les collectivités locales, c'est un secret pour personne, actuellement, voient leur dotation d'État diminuer considérablement. L'Amicale laïque regroupe 1700 licenciés et 54 salariés. Le CAO, lui, a plus de 1300 adhérents et 28 employés. Une situation les obligeant à avoir une administration. La perte de cette subvention amènerait un manque de 100 000 € pour l'Amicale laïque. La première solution, c'est que nous fermions tout simplement, c'est-à-dire qu'on dissout l'association, faute de pouvoir assurer effectivement le financement nécessaire. La seconde solution consisterait à faire en gros globalement ce que la municipalité semble souhaiter, c'est-à-dire à ajuster totalement nos contraintes budgétaires et notre budget à ces risques-là. Si on fait ça, en fait, ça signifiera que d'une part, nous serons contraints de fermer toutes les activités par trop déficitaires. Ce mercredi soir, en conseil municipal, les associations ont obtenu un répit. Leurs subventions sont garanties jusqu'à la fin du mois d'août. Une motion dans ce sens a été votée à l'unanimité. Autre conseil municipal, autre ville, à Plaisir, mercredi en fin d'après-midi, lors d'une séance exceptionnelle, la fermeture de l'école Camille Claudel a été définitivement entérinée. Les parents s'étaient mobilisés en mars, l'ambiance était plutôt électrique avec les représentants de la municipalité. La fermeture a été décidée afin de permettre le reclassement des enseignants. Le nombre d'élèves de cette école était devenu trop faible, 44 seulement répartis sur 2 classes. Autre sujet, 4e édition des rencontres de l'autonomie. C'était aujourd'hui, dernier jour de l'opération, toujours pilotée par la structure saint-quentinoise Gérondicap. Après un colloque mardi sur les difficultés d'accompagnement au quotidien, des ateliers étaient proposés dans les locaux de Gérondicap à Manille-les-Hameaux. Le point sur cette problématique du vieillissement de la population, de sa prise en charge, avec le reportage de Yolène Thorez et d'Élodie Moine. Un peu d'exercice tous les jours pour améliorer sa condition physique, c'est le message que tente de faire passer l'éducateur sportif ce matin. Dans le cadre des rencontres de l'autonomie, il apprend à ces personnes âgées ou en situation de handicap quelques exercices à faire seul chez soi et toujours en adoptant la bonne posture. Même maintenant dans la pratique sportive, c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas. On retrouve beaucoup de cours collectifs. Et dans les cours collectifs, malheureusement, on n'a pas le temps de corriger les personnes. Donc il y a beaucoup de défauts dans la posture, et ce qui entraîne plus tard des problèmes. Donc effectivement, des problèmes qui s'accumulent avec les problèmes de la vieillesse. Ne pas marcher plus de 2 heures par jour, faire des étirements régulièrement, le coach en profite pour prodiguer de bons conseils. Je suis venu pour un petit peu nous sortir un peu de l'isolement par rapport à notre vie habituelle. Et puis aussi le thème, l'atelier m'intéressait au niveau de la santé active. J'ai trouvé d'ailleurs que ça faisait bien travailler tous les organes du corps, le cœur, le souffle, les étirements.
Donc j'ai trouvé très intéressant. Je vais me tenir le plus longtemps possible bien et puis par tous les moyens, j'essaie de faire le maximum, quoi. D'autres ateliers étaient proposés tout au long de la journée pour ces 4e rencontres de l'autonomie, un rendez-vous que vous pourrez retrouver l'année prochaine. Le plan de déplacement inter-entreprise obligatoire pour les sociétés de 500 salariés est une des mesures du plan de protection de l'atmosphère en Île-de-France. Pour aider les entreprises à le mettre en place et le développer, la CCI de Versailles et la communauté d'agglomération proposent régulièrement des ateliers d'information. Sur Saint-Quentin en Yvelines, plusieurs secteurs sont concernés, de Trappes, d'Elancourt, encore de Montigny et de Guyancourt. 30 000 à 40 000 salariés sont directement impactés. Pour les entreprises, le plus important, c'est de comment faire remonter leurs besoins, leurs attentes et surtout les nécessités des salariés par rapport au transport en commun. Donc, comment rendre plus adapté le transport en commun aux besoins des salariés. C'est ça. Et donc, plus elles sont réunies, le message arrive plus facilement aux autorités en charge des transports. Il est vrai que l'attractivité du transport en commun est un des piliers des PDIE, mais il y a aussi toutes les autres formes de mobilité comme le covoiturage, le vélo, la marche à pied, également toute la gestion des flottes de véhicules, la sécurité routière, l'éco-conduite. Sur Saint-Quentin qui sont dans les PDIE, une trentaine, de 30 à 40 entreprises qui sont associées aux différents PDIE, parce que sur Saint-Quentin en Yvelines, il y a 5 PDIE qui sont impulsés par la communauté d'agglomération qui est notre partenaire. Avant de passer à l'entretien de cette édition, cette information concernant la Verrière, les élus de la majorité s'opposent à la fermeture du centre de protection maternelle et infantile qui serait à l'étude par le conseil départemental. Pour la ville, cette structure destinée aux enfants de moins de 6 ans répond à une demande toujours aussi forte et sa disparition ne serait liée qu'à des réductions de coûts de fonctionnement. Une motion a été votée en ce sens lors du dernier conseil municipal. Nous parlons culture photographie à présent avec l'invité de cette édition du 16 avril, Claude Chose. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le président de l'Union photographique du sud-ouest de l'Île-de-France. Vous êtes à l'origine de la venue de Reza, célèbre photographe d'origine iranienne. Reza Degati, reporter photographe de renommée internationale qui va donc participer à une rencontre débat à l'UGC Cinécité de Montigny demain, vendredi 17 avril, 19h30. Il vous a fallu beaucoup de temps pour le convaincre. Je crois, oui. Effectivement, je travaille sur ce projet depuis 2 ans. Ça a été beaucoup de négociations avec son agence de presse qui le représente. Sarah, qui s'occupe plus particulièrement de lui, a œuvré. Et au bout de 2 ans, nous avons réussi à obtenir, si vous voulez, cette interview. Et je voudrais dire que je suis ravi parce que Reza, c'est quand même un photographe qui me touche profondément et qui me touche fortement, je vais dire plutôt, parce que, si vous voulez, son travail était très humaniste et il y a beaucoup de sensibilité dans ses images. On va parler de ce personnage, on va voir quelques-unes des photographies qu'il a réalisées également. C'est un militant, Reza, né en 1952, première photo 14 ans. À 22 ans, il est arrêté, emprisonné pour militantisme politique, militantisme artistique contre le régime du Shah. 3 ans de torture, de détention, 81, il choisit l'exil. Il a fait de la photo une véritable arme en fait. Tout à fait, oui. Et souvenez-vous, je me permettrai de rappeler à ce que vous venez de dire, c'est qu'en 2001, il a photographié 2 jours avant son assassinat, le commandant Massoud, et 2 jours après, celui-ci était assassiné. Cette photo, pour moi, a représenté quelque chose d'important, si vous voulez, où on voit la générosité, tout ce qui se transpire dans sa photographie. Qu'est-ce qui différencie tellement une photo de Reza d'une photo d'un autre Eh bien, si vous voulez, c'est ce côté humaniste, c'est ce côté, je dirais, toutes ces photos qui touchent notre cœur, si vous voulez, qui nous sensibilisent. Tout à l'heure, j'ai vu que vous avez montré la jeune fille, si vous voulez, la petite jeune fille. Il y a aussi Steve McCurry qui a fait une photo dans ce style-là. C'est un photographe américain. Et quand vous revoyez, si vous voulez, la photo de Steve McCurry, on voit, si vous voulez, cette petite fille qui est très jeune et qui nous touche, si vous voulez, ce regard nous pénètre complètement. Donc, voilà. C'est pas un simple photographe, il y a vraiment un message derrière, il y a un témoignage. Il a un œil humaniste, généreux, il est à l'écoute des personnes. Vous savez qu'il a fondé beaucoup d'OGN pour justement, si vous voulez, faire travailler les jeunes sur l'information. Et il fait beaucoup de choses dans ce sens-là et il le fait généreusement. Donc, il a couvert des révolutions, des catastrophes. Il était au Liban dans les années 80. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné sur son travail? Vous qui disiez c'est particulièrement important qu'il soit là demain. S'il y a un cliché, un moment de
de son Mais travail. écoutez, cette image, c'est le commandant Massoud, Ouais. quelque part qui était un homme aussi, dans son regard, on voit cette générosité. Malheureusement, il a été assassiné 2 jours après. Vous avez tout son travail qu'il a fait aussi dans le cadre effectivement d'une marque de café je ne citerai pas, mais sur les planteurs de café en Amérique du Sud, qui est aussi quand même extraordinaire. Et puis, toutes ces images que vous avez montrées, entre autres, si vous voulez, cette petite fille qui en Algérie court autour d'un mausolée. Je ne sais pas, si vous voulez, on parle beaucoup de photos contemporaines, mais moi, quand je vois ces images, si vous voulez, ça me touche au plus profond de moi. Et j'espère que, d'après ce que je sais, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer à la Direction Générale des Postes, et c'est un homme d'une très grande générosité qui vous fait partager sa passion. Et ça, Donc je trouve que, si vous voulez, aujourd'hui, c'est rare. C'est un fan absolu que vous allez le recevoir demain, en fait. Je dirais que pas. Je suis fan de plusieurs autres photographes, mais ça fait partie des photographes que j'aime bien, quoi. Donc voilà, pour qui j'ai de l'estime, de l'attention, et que je suis très heureux de le recevoir. Comment va se dérouler cette conférence débat qui est ouverte à tous demain, et c'est gratuit en plus, Ouais, à l'UGC tout à fait, Cinécité de Saint-Quentin. Enseignement pratique, bien sûr, qui s'affiche pour ne pas manquer ce rendez-vous. Comment ça doit se dérouler? Alors, De je quoi il vais sera juste question dire que si nous faisons cette conférence, je dois remercier aussi quand même Michel Laugier qui nous a ouvert les portes qu'il fallait, si vous voulez, Marc Gravez aussi qui nous a prêté une salle, si vous voulez, la plus grande salle. cinéma. Et aussi, je le remercie aussi. La communauté d'agglomération, si vous voulez, c'est grâce à ces gens-là, si vous voulez, qu'on a pu obtenir, pouvoir faire un événement à la mesure du personnage, si vous voulez, qui permettra quand même à presque 500 personnes de pouvoir venir assister à cette conférence. Donc ce sera un échange autour d'un thème précis, du travail qui est mené par Reza. Il va d'abord présenter, si vous voulez, son travail, il va le commenter, parce que alors, il paraît-il qu'il est très bavard, c'est pire que moi. Et après, il y aura une séance de questions-réponses où il répondra, si vous voulez, à toutes les questions. Avec votre collectif, l'Union régionale photographique du Alors, Sud-Ouest. c'est pas un collectif. C'est pas un collectif, alors reprenez-moi. Une association, pour être bien C'est une précis. association Voilà. qui dépend de qui est rattachée à la Fédération photographique de France, qui regroupe environ 500 photoclubs à travers toute la France, 10 000 adhérents. Et dans l'Union régionale du Sud-Ouest Île-de-France, nous sommes 23 clubs photo. Et nous sommes au-delà des 720, 730 adhérents. Et l'objectif, c'est d'organiser ce genre de rendez-vous, de permettre de rencontrer d'autres photographes. Voilà, pour moi, ça se classe, si vous voulez, dans la formation. Parce que rencontrer d'autres photographes, les écouter, ça permet aux gens, si vous voulez, de comprendre la photographie, qui n'est pas seulement d'appuyer sur un bouton. Cartier-Bresson avait des phrases qui disaient que c'est l'alignement de l'œil, du cerveau et du cœur, si vous voulez. Donc, mais la photographie, si vous voulez, il faut que ça dégage une émotion, sinon c'est pas très intéressant. Quel regard vous avez sur les photos aujourd'hui que tout le monde peut faire avec son téléphone portable? C'est très simple. Mais vous savez, je dirais une chose qui est très simple. Le stylo ne fait pas l'écrivain. C'est pas parce que vous avez un très bel appareil photo que vous allez faire des choses merveilleuses. C'est votre œil, c'est votre regard. Mais je crois que dans tout ce que l'on fait, il y a des choses qui sont bien. Moi, donc ça a ouvert des nouvelles perspectives, ces nouvelles technologies. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que votre smartphone, vous l'avez tout le temps avec vous, et bien vous voyez quelque chose. Tout à l'heure, vous voyez, en venant vous voir, j'ai rencontré dans une rue de Versailles la statue de Latone, du moins la réplique, qui était sur un camion. C'est assez, avec ses 2 enfants, Artémis et Aphrodite, si vous voulez, c'était quelque part assez comment vous dire, humoristique de voir Latone qui se promène sur le plateau d'un camion, quoi. Voilà, c'est ça. Et j'avais pas mon appareil photo, mais j'avais mon téléphone. Donc vous avez pu saisir cet instant. Le mot d'ordre, pour vous, c'est créer de l'émotion, de l'humanité. Ouais, c'est créer de l'émotion. Si vous voulez, c'est pas le volume qui fait de... Cartier-Bresson disait encore, je vais les citer, combien fait-on de très bonnes photos par an? Il disait 3. Voilà. Et pourtant, ça a été un grand monsieur de la photographie. Mais ce que je peux dire, si vous voulez, c'est aussi rajouter, c'est que nous ne sommes pas à notre premier coup d'essai, puisqu'en 2007, nous avions organisé la première biennale d'art photographique de 51 en Yvelines. Nous avions reçu Willy Ronis avec ses photos couleurs et Gérard Van Distadt avec toute sa série de photos sur le sport. Nous avons aussi fait une exposition sur Esprit des lieux, si vous voulez. Donc, je dois dire qu'avec la ville de Montigny et la communauté d'agglomération, nous travaillons de concert et nous arrivons à monter des événements, si vous voulez, qui j'espère, plaisent à la population de Saint-Quentin en Yvelines. Pour terminer cet entretien, je vous propose d'écouter notre question du jour. Aujourd'hui, nous sommes allés vous rencontrer pour vous demander ce qui vous émeut tout simplement dans une photographie. Vos réponses. Ce qui m'émeut, c'est quand même le naturel. Ce que j'aime pas trop, c'est la photo préparée. J'aime bien la photo prise à l'improviste. C'est ça qui m'émeut. Alors si c'est abstrait, c'est ce que ça représente. Et puis si c'est la beauté, c'est la perfection de la chose photographiée. Pas vraiment la photographie en elle-même, mais la chose photographiée qui m'intéresse. Peut-être un événement historique marquant qui révèle, je sais pas, un vrai moment émouvant dans l'histoire. On fait une couleur naturelle, quoi.
un rouge, un beau vert, ça fait ressortir la photo, c'est beau quoi. Quand on voit bien l'objet principal ou la personne, quand il y a une belle luminosité, après il n'y a pas de choses particulières, on va dire. Si, après l'émotion qu'on peut avoir sur une photo, je sais pas, c'est par exemple si quelqu'un qui pleure ou je sais pas quoi, ou comme je disais tout à l'heure, un beau paysage, c'est surtout ça qui est sympa. Et comme pour tous les arts, chacun est ému à son niveau en fonction de ses perceptions, de son vécu aussi. Pour vous, c'est quoi une belle photo ? Mais pour moi, c'est une belle photo, je dirais, c'est quelque chose qui va me toucher, qui va me provoquer une émotion, qui va me permettre de rêver, qui va me transporter. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit dans votre reportage qu'effectivement, c'était l'émotion. Vous savez, que la photo soit en couleur ou en noir et blanc, je crois que, si vous voulez, peu importe qu'elle soit en couleur en noir et blanc, qu'elle soit faite en argentique ou en numérique, c'est peu importe. C'est ce que dégage la photo. Je présume que vous-même, vous en faites comme tout le monde. Eh bien, c'est ce que vous allez ressentir quand vous allez voir. Il faut savoir quand même qu'une photo, c'est une part de vous-même à un instant donné que vous fixez sur un capteur ou sur une pellicule. Voilà. Merci d'être venu nous parler de photographie et surtout n'oubliez pas demain ce rendez-vous exceptionnel avec le photojournaliste humaniste Reza vendredi à 19h30 à l'UGC SkyWest pour ceux qui aiment la photo et ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, découvrir aussi tout le travail qu'il a mené, personnage très intéressant à découvrir pour échanger avec lui. Merci d'être venu en plateau. Lui aussi est artiste, Jean-Michel Villemotte, architecte. Il a piloté la réhabilitation de l'hôpital royal de Versailles, un bâtisseur dans l'ombre du roi Soleil. L'inauguration de ce chantier, l'un des plus importants, mené dans un cœur de ville en France dernièrement, vient d'avoir lieu cet après-midi. Catherine Zulato et William L. L'hôpital Richaud renaît de ses cendres à Versailles. Après 6 ans de chantier, cet ancien hôpital abandonné dans les années 90 abrite aujourd'hui plus de 300 logements, dont 91 logements sociaux, des commerces, une crèche, un espace culturel et un jardin ouvert sur la ville. À la manœuvre, l'architecte internationalement connu Jean-Michel Villemotte. Dans chaque projet, il y a une aventure, dit-il, mais là, c'était un roman. La première fois où je suis venu, il y avait un tas de pierres à peu près de 2 mètres ici, qui finalement étaient tous les gravats qui étaient tombés, et puis toutes les colonnes qui étaient tombées au sol, que les jeunes qui squattaient le bâtiment avaient fait tomber, parce que c'était un jeu amusant. Ils faisaient tomber des colonnes, donc on avait j'ai une photo magnifique d'ailleurs, avec un énorme tas de gravats qui étaient à cet endroit-là. Voilà. L'hôpital Richaud a débuté sa construction à la fin du XVIIIe siècle, une construction entrecoupée de pauses. Dans le courant du XXe siècle, il est progressivement abandonné au profit du nouvel hôpital Mignot. Transformé en squat, le bâtiment a subi 3 incendies, dont le dernier en 2009. Aujourd'hui même, on peut dire qu'il est peut-être plus beau et plus compréhensible qu'il ne l'a jamais été parce qu'il a bénéficié par la force des circonstances d'une restauration d'envergure. C'est un bâtiment qui est immense, comme 900 mètres par exemple de corniche, 500 portes et fenêtres. Tout a dû être refait, en particulier les menuiseries. On a refait toutes les toitures, il y a 20 tonnes de plomb. C'est également un bâtiment ouvert sur la ville avec notamment un jardin public d'1 hectare. C'est une aventure magnifique parce que 2 hectares bloqués face à la gare, dans le tracé naturel de la ville, d'un seul coup on redonne cette transparence, cette circulation pour les riverains, pour les personnes qui travaillent à Versailles, qui vivent à Versailles. Et puis on leur redonne un jardin, un espace public avec 5 traversées, 5 passages pour accéder dans ce lieu. Donc ça c'est une aventure, si vous voulez, c'est une belle aventure parce que c'est un rêve qui devient une réalité. Je dis souvent c'est notre mini palais royal ici maintenant. C'est-à-dire qu'on peut librement circuler à l'intérieur. On y tenait énormément à ce que ce ne soit pas un enclos dans la ville. Vous voyez, c'était le risque. Un enclos entre guillemets pour personnes ayant de très très gros moyens. Il y avait un risque fort. Une dizaine d'architectes a travaillé sur ce projet de réhabilitation qui aura donc demandé 6 années de travail. Pour conclure ce journal, un tout autre univers, c'était hier mercredi à La Verrière. Parents et enfants pouvaient venir s'essayer au jardinage à la maison de quartier Orly Park, une après-midi consacrée à la plantation de légumes, de fleurs, l'occasion pour les enfants de découvrir les techniques du jardinage. William L. La tomate, on a dit qu'elle s'entendait bien avec le chou et avec la salade, donc on peut la mettre ici. Très bien. Choux, radis, carottes ou tomates, ces légumes, les enfants les connaissent bien dans leur assiette, mais aujourd'hui, les jardiniers, ce sont eux. Cet après-midi, consacré au jardinage à la maison de quartier d'Orly Park à La Verrière, est l'occasion pour eux d'apprendre, mais aussi de découvrir la nature. Alors, tiens, regarde, tu vas l'attraper délicatement. Voilà. Tu le poses très bien, Daniel. Là, effectivement, les pieds de tomates, par exemple, tout à l'heure, ils
Ils n'ont pas reconnu ce que c'était parce qu'effectivement, on ne peut pas savoir ce que c'est si on n'a jamais vu un pied de tomate. Après les avoir plantés, ils pourront revenir les arroser jusqu'à la récolte. C'est vrai que la plupart des habitants n'ont pas de jardin, donc en fait c'est l'occasion de découvrir un peu les techniques de jardinage et puis pour les enfants de découvrir comment poussent les fruits et légumes, voilà, et puis de les apprécier d'une autre manière aussi, puisque quand on leur fait déguster des légumes qu'ils ont fait pousser eux-mêmes, ils sont très contents de les manger. C'est le cas d'Isra, elle habite en appartement mais adore le jardinage. Pour elle, c'est l'occasion de s'y adonner. On a planté des salades, des radis, des choux, des tomates, des pieds de tomates, et quoi encore, des carottes. En fait, on a planté plein de légumes. J'aime beaucoup jardiner. Mais ils n'ont pas l'habitude non plus de travailler la terre comme ça, donc effectivement, quand ils voient dans les magasins, c'est tous des beaux fruits, ils ne savent pas d'où ça vient, et là, ils découvrent comment on arrive vraiment à une tomate. Bon, ils ne savent pas que ça pousse comme ça, comme un petit arbre. Maintenant, il ne manque plus qu'un peu d'eau et beaucoup de patience. Rendez-vous dans quelques semaines pour la première dégustation. Prochain journal demain, vendredi, l'actualité du jour, l'essentiel de la semaine. À la présentation Catherine Zulato, il sera notamment question des portes ouvertes de l'aérodrome de Saint-Cyr. Un rendez-vous dimanche est programmé pour des baptêmes de l'air, des expositions, des conférences. L'un des organisateurs viendra en parler en plateau pour le journal donc. Tout de suite sur TV Fil, Fileco, l'hebdomadaire dédié à l'économie et aux entreprises avec Florane. Parfait, excellente soirée.